Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais vous avouer tout de suite, je suis très stressée. Donc, donc voilà, je vais bafouiller, je vais parler très vite, je m'excuse d'avance, mais ce n'est pas un exercice facile. Et le sujet aujourd'hui est quand même assez particulier, donc déjà merci de vous montrer intéressé. Il est aussi très important. Je ne me suis pas présentée, mais je m'appelle Mégane. Voilà. Je suis enseignante depuis 2016 et je tiens le compte de Maîtresse et Écolo sur Instagram, si vous me connaissez de là. Et depuis 2019, je partage autour de l'éducation à la sexualité, notamment sur Instagram. Voilà. La première des questions, c'est pourquoi c'est le rôle de l'école de faire l'éducation à la sexualité. C'est généralement une question qui revient par les parents très inquiets qui se disent mais c'est absolument pas à l'école de prendre ce que je dois faire, ce que je dois dire. C'est aux parents, à la famille de décider quoi dire et quand à leurs enfants. On va parler chiffres et statistiques de violence et de violence sexuelle. Ça peut choquer. Ça peut faire réagir. C'est des chiffres qui sont officiels, qui ont été menés par des études. Si à un moment donné, quelqu'un ne se sent pas à l'aise avec ces chiffres, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas hésiter à faire une pause et à me demander même de m'arrêter. D'accord ? Pas hésiter. D'abord, parlons des violences ordinaires éducatives. C'est très difficile de définir la violence, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête. L'OMS a fait une petite définition qui était très longue, donc je ne vous l'ai pas mise. En revanche, je vous ai mis ce qu'étaient des violences éducatives ordinaires, ou les VEO. Ça regroupe en fait tous les types de violences et de maltraitances faites aux enfants. Les gifles, les fessées, les coups, les insultes, les moqueries, les humiliations, et évidemment toutes les violences sexuelles. Désolée, je suis très stressée. Dans les violences sexuelles, évidemment, les attouchements, les agressions, les viols et tout ce qui va être climat incestuel. Il faut savoir que les études, elles sont peu nombreuses ces 15 dernières années, et elles ne sont pas réellement significatives. On oublie beaucoup les personnes invisibilisées, les personnes en situation de handicap, les personnes sans domicile fixe, sachant qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont SDF aujourd'hui. On a quelques chiffres du ministère de l'Intérieur, notamment après la période de confinement 2020, où on a noté une augmentation des violences intrafamiliales non conjugales, donc clairement les violences faites aux enfants, avec une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente, et une augmentation de 26% des violences sexuelles par rapport à l'année précédente aussi. En 2022, le 119, il a quand même traité plus de 40 000 situations d'enfants en danger ou en risque de danger. C'est énorme. Et encore une fois, ce ne sont que les appels au 119. Donc il faut imaginer que dans beaucoup de situations, on n'appelle pas le 119. Le baromètre de la Fondation pour l'enfance sur les VEO, qui a été mené par l'IFOP en 2022, montre que 79% des parents interrogés reconnaissent avoir fait subir des violences à leur enfant la semaine précédant l'enquête. Donc, la semaine d'avant, les parents ont à 55% crié sur leur enfant, fait du chantage à 46%, et c'est les violences psychologiques qui sont plus importantes que les violences physiques. Mais on a quand même encore des parents qui mettent à 23% des fessées et à 15% des gifles à leurs enfants en 2022. Et pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2016, les châtiments corporels sont interdits en France, et la fessée depuis 2019 plus particulièrement. Dans 50% des parents qui ont été interrogés et qui ont reconnu avoir commis des violences sur leurs enfants, 50% ont reconnu qu'ils frappaient leurs enfants avant même que leur enfant avait 2 ans. Et 75% reconnaissent avant l'âge des 5 ans de l'enfant. C'est énorme. Quant aux violences sexuelles, le constat il est tout aussi alarmant. Dès 2010, l'INSERM a fait une étude qui estimait qu'environ 9% des femmes et 6% des hommes étaient victimes de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans.
Donc là, sur le graphique, on voit bien que les différentes études montrent que, par exemple, en 2022, c'est la dernière, c'est la CIVIS, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles infligées aux enfants. C'est une commission qui est extraordinaire dans le sens où c'est la première fois en France qu'on a une étude et une analyse aussi précise et détaillée, puisqu'il y a eu plus de 27 000 témoignages de personnes victimes. Et il y a eu 3 ans d'enquête, et à l'issue de ces 3 ans d'enquête, la CIVIS a remis son bilan, qui est une nouvelle fois catastrophique. 6,4% des hommes ont été victimes de violences sexuelles avant 18 ans. Pour vous dire, c'est à peu près 1,5 million d'hommes en France. 14,5% de femmes, donc à peu près 4 millions, avant l'âge de 18 ans. Par ailleurs, cette enquête, elle révèle aussi des chiffres très alarmants sur l'inceste, puisque dans un cas sur 3, la victime, un cas sur 3 donc d'inceste, l'agresseur est le père. Dans 84% des cas où la victime est une femme, eh bien, encore une fois, c'est un membre de la famille qui est agresseur. Donc ça peut être le père, l'oncle, le frère, le grand-père, le cousin, etc. Et c'est le cas dans 64% des victimes hommes. Et ce qui nous concerne, nous, et ce qui est vraiment alarmant, c'est que sur tous ces cas d'inceste, il n'y a que 8% des victimes qui ont été effectivement écoutées et protégées. 6 professionnels sur 10 n'ont pas été capables de protéger les enfants qui ont témoigné. On fait partie de ces professionnels. Donc, l'inceste, les violences sexuelles, c'est un vrai problème de société. Et si la famille est défaillante, qui va protéger ses enfants ? C'est les personnes qui les voient au quotidien, donc c'est nous. C'est le chiffre de la CIVIS. Chaque année, 160 000 enfants seraient victimes de violences sexuelles. En France. Seulement en France. Et du coup, pourquoi ces chiffres augmentent ? On a vu, au fil des études, on a de plus en plus de pourcentage d'hommes et de femmes victimes avant 18 ans. La première des choses, c'est qu'on a quand même un historique de société. C'est un fait de société. Hein. On est dans une société extrêmement violente. Depuis toujours, on considère l'enfant comme un sujet qui doit obéir, qui doit être soumis à l'autorité de l'adulte. Il y a eu énormément aujourd'hui d'ateliers sur la posture de l'enseignant. Je ne sais pas si vous y avez participé. Mais je trouve très important de se poser la question sur la posture de l'enseignant aujourd'hui en classe et sur comment on peut faire la différence entre autorité et autoritarisme. L'enfant, c'est un sujet de droit, et donc à ce titre, il doit être respecté. Il y a aussi une absence claire d'éducation à la sexualité en France. Donc comment un enfant peut savoir que ce qui lui arrive n'est pas normal si on ne lui apprend pas que ce n'est pas normal. Par ailleurs, l'arrivée d'Internet a été catastrophique, puisqu'aujourd'hui, la proportion d'adolescents ayant accès à des sites pornographiques est passée de 37% en 2013 à 51% en 2017. On voit bien sur le graphique, donc c'est l'exposition au contenu pornographique, on est à 43% des 11-13 ans et à 68% des 15-17 ans qui consultent de manière régulière les contenus pornographiques sur Internet. Et il faut savoir que dès l'âge de 12 ans, les ados consacrent au moins 1 heure à ces contenus par mois. 12 ans, c'est l'entrée au collège. Voilà. Donc ça veut dire que nous, à l'école primaire, on a déjà des enfants qui sont victimes et exposés à ces contenus. Les travaux du docteur Muriel Salmona, donc qui est psychiatre et qui travaille sur la mémoire traumatique, a montré que, dans une étude, la tranche actuelle des 18-24 ans est celle qui adhère le plus aux stéréotypes sexistes, puisque la pornographie sert à leur éducation sexuelle.
C'est comme ça qu'ils ont appris qu'est-ce que c'était la sexualité. Et donc 37% de cette tranche d'âge pensent que les femmes aiment être injuriées. 25% pensent que les femmes aiment être forcées. Et 34% pensent qu'une femme qui dit non veut en fait dire oui. Voilà. C'est une génération qui ne reconnaît pas la notion de consentement, qui ne reconnaît pas, par ailleurs, qu'une femme, ou en tout cas une personne qui est ivre, qui est inconsciente, ne peut pas donner son consentement. Donc c'est une génération qui a banalisé le viol. Ce qui est important, avant de parler vraiment de comment je fais en classe pour en parler d'éducation à la sexualité, c'est de savoir quelles sont les conséquences sur le cerveau de l'enfant. Et pour ça, les travaux du docteur Catherine Guéguin sont extrêmement éclairants. Ils sont accessibles à tout le monde. Il y a énormément de conférences d'elle sur YouTube. Et vraiment, en neurosciences, elle a fait un travail formidable. Très rapidement, voilà le cerveau de l'adulte, avec les différents lobes qui font partie du cerveau, et chaque lobe, effectivement, va traiter d'informations différentes. Est-ce que vous savez en combien de temps le cerveau humain arrive à maturité? Exactement. Il met 25 ans à arriver à maturité, et la dernière partie du cerveau qui arrive à maturation, en fait, c'est le cortex préfrontal. Est-ce que vous savez à quoi sert le cortex préfrontal? À réguler nos émotions. Donc il faut savoir que un enfant donc n'est pas capable de réguler ses émotions à 3 ans, à 4 ans, à 7 ans, à 12 ans, puisque, alors c'est la moyenne, c'est 25 ans, ça peut être évidemment avant, ça dépend des personnes, mais donc jusqu'à 25 ans, notre cerveau est encore en développement, et il y a des parties du cerveau qui continuent d'être développées tout au long de notre vie. Et donc tout ça pour dire que voilà le cerveau d'un enfant au début de sa vie. Il a donc 3 parties vraiment distinctes, et tout au long de sa vie et de son enfance et de son adolescence, il a développé. Et c'est le cerveau reptilien qui va qui va gérer en fait toutes les émotions de l'enfant. C'est important parce que du coup, on va pouvoir expliquer les réactions de l'enfant face aux violences et expliquer certains comportements dans nos classes. Parce que l'immaturité du cerveau de l'enfant fait que la douleur, les souffrances, les situations de stress ont un effet bien plus délétère que sur le cerveau de l'adulte. Les conséquences, plus l'enfant est jeune, plus les conséquences vont être graves sur son cerveau, sur le développement de son cerveau et sur sa santé. Je voulais juste parler très rapidement de la mémoire traumatique. Encore une fois, c'est le docteur Muriel Salmona qui en parle très très bien. Je n'ai pas amené son ouvrage, mais je vous ai mis la référence un peu plus loin. Elle explique en fait comment la violence est gérée par le cerveau adulte, mais aussi de l'enfant. Évidemment, le cerveau de l'enfant avec des conséquences beaucoup plus graves. Alors, il faut savoir que dans une situation de stress, le cerveau va envoyer des signaux comme ça pour gérer et générer des hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. Quand une personne, une victime, est face à de la violence, le cerveau va provoquer un court-circuit. C'est trop. Trop d'adrénaline, trop de cortisol, et ça peut créer des risques cardiovasculaires et neurologiques très graves. Évidemment, pour ne pas mourir, le cerveau va disjoncter. Et donc là, on va avoir une sécrétion de substances chimiques dans le corps qu'on compare aujourd'hui à de l'anesthésie. En fait, vous allez être anesthésié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous allez être dans un état de dissociation. Mon cerveau disjoncte, la violence arrive, mon cerveau disjoncte, et je vais être détachée de mes émotions. Il y a beaucoup de victimes de violences qui disent « j'étais plus là, je ne pouvais plus réagir, j'étais plus là ». Bah, c'est ça, c'est le cerveau qui court-circuite. Et donc l'événement traumatisant, il va ne pas être géré par le cerveau, et notamment par l'hippocampe qui gère tout ce qui est mémoire.
Donc la mémoire émotionnelle prend le dessus et va être réenclenchée. Chaque fois que je vais être face à la même situation de stress, mes émotions vont venir m'envahir une nouvelle fois. Et je ne peux pas l'expliquer, hein. Ça m'envahit. Donc la mémoire traumatique, c'est une mémoire qui est émotionnelle, elle n'est pas rationnelle, et elle va contenir de manière très indistincte les violences, leur contexte, les ressentis, les cris, les paroles de la victime, de l'agresseur. Tout est un peu mélangé. Et du coup, quand elle est réactivée par un cri, par une émotion, par une situation qui va rappeler la violence, eh bien, je vais être de nouveau dans cette situation de stress. Et une nouvelle fois, je vais avoir ces substances chimiques qui vont m'envahir et qui vont m'anesthésier. Je vous explique ça parce que c'est quand même important. Parce qu'en fait, le fait de ne pas ressentir les émotions face à la violence, ça va être recherché par les victimes de violence. Pourquoi je subirais cette violence quand mon cerveau peut, évidemment de manière très inconsciente, peut être court-circuité et je ne ressens plus rien. La violence, elle engendre en fait ce qu'on appelle les conduites à risque. Une victime de violence va continuer à être violente et ils ont 10 à 17 fois de plus de risques de présenter des troubles du comportement. La violence engendre la violence. Et un enfant qui a subi des violences a 8 fois plus de risques d'en commettre à son tour à l'adolescence. C'est la dissociation. Je vais chercher à reproduire ce que l'anesthésie traumatique, les conduites d'évitement, le contrôle, etc., je vais avoir des conduites dissociantes. Je ne veux plus gérer ces émotions qui m'envahissent. Dans le cas de l'enfant, il peut, par exemple, devenir très agité, il est incontrôlable, il va se mettre en danger, et à son tour, il va avoir des conduites et des comportements violents. Et c'est un cercle de violence, puisque si l'enfant qui a subi des violences en commet lui-même plus tard, quand il deviendra adulte, il va également continuer ce cercle en étant violent avec ses enfants, qui eux-mêmes plus tard seront violents, etc., etc. C'est pour ça que le programme de l'éducation nationale est effectivement très très ambitieux. Et on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Pourquoi il est très ambitieux ? Parce qu'il est articulé autour de 3 axes qui sont pour le coup très très bien développés et qui sont progressifs tout au long de la scolarité de l'enfant, de la petite section jusqu'à la terminale, et sont également compris les années de CAP. Donc ces 3 grands axes, vous pouvez les retrouver, et d'ailleurs le programme est disponible sur Eduscol, dans Éduquer à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Pourquoi la sexualité est mise à part ? Eh bien en France, on a choisi, contrairement à la Belgique, de ne parler d'éducation à la sexualité qu'à partir du second degré. En France, et peut-être que vous l'avez déjà vu, on ne va parler que de EVAR. Et EVARS n'apparaît qu'à partir de la 6e. Pourquoi pas ? Ça ne veut pas dire qu'à l'école primaire, on ne va pas faire d'éducation à la sexualité, et on va en parler juste après. Alors je ne pense pas que vous allez voir grand-chose du fond, mais encore une fois, c'est pris dans le programme. Vous avez, niveau par niveau, les objectifs par rapport aux grands axes. Alors en maternelle, c'est ce qui est là, c'est plutôt par âge, donc on va dire à aborder avant 4 ans, à partir de 5 ans, etc. Et puis à partir de l'élémentaire, on a bien du CP au CM2, pour chaque axe, l'objectif principal, la compétence qu'on veut qu'ils acquièrent au cours de cette année. Par exemple, pour ceux qui ne peuvent pas voir, on va avoir en maternelle connaître son corps et identifier ses émotions. Je ne sais pas s'il y a des enseignants de maternelle, mais on est d'accord qu'on le fait déjà. Enfin, qu'on le fait. Je ne suis pas en maternelle, mais c'est des choses qui sont déjà faites. En fait, dans ce programme, il n'y a rien de nouveau. C'est des choses qu'on fait déjà. On le fait en sciences, on le fait en EMC. Je ne connais pas les domaines de maternelle, je suis désolée, mais on parle déjà du corps, des émotions, des sensations, les identifier, apprendre au fur et à mesure à les gérer. En élémentaire, se sentir bien dans son corps, on fait en sciences, on fait l'hygiène. Donc tout ça, on en parle déjà. Ce qui est nouveau, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est englobé dans l'éducation à la sexualité, la vie affective et relationnelle et sexuelle. Donc ce sont des éléments de programme, et c'est important parce que ça montre une vraie politique du gouvernement de dire, non, c'est pas que de l'EMC, c'est pas que des sciences, on est dans un vrai programme.
Alors je dis de comment revoir sa posture. Voilà. Comment je revois ma posture? Comment je fais en classe? Bah déjà, il faut être au clair avec vous-même et avec les termes. Il n'existe pas de sexe des enfants. Quand on parle d'éducation à la sexualité, on n'apprend pas aux enfants à avoir des rapports sexuels. On soit bien d'accord. Un enfant est incapable d'avoir du désir sexuel. Parce que ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les cas d'inceste et dans les cas de violence sexuelle, quand on a des victimes qui sont très très jeunes. Ah oui, mais elle était d'accord. Ah bah non. Un enfant, il ne peut pas être d'accord. Un enfant ne peut pas donner son consentement, parce qu'un enfant n'a pas de désir sexuel. C'est une notion qui apparaît beaucoup plus tard. Bon, alors, certains vont dire pendant l'adolescence, beaucoup plus tard. En revanche, il existe bel et bien une sexualité des enfants, et c'est complètement différent. La sexualité des enfants, ce n'est pas lui apprendre à avoir des rapports sexuels, c'est lui apprendre à connaître son corps, les différentes parties de son corps, et comment son corps il fonctionne. Comment il va réagir, ça lui appartient à lui. Mais de toute façon, un enfant n'a pas de désir sexuel. Donc quand vous êtes devant vos élèves, vous ne leur apprenez absolument pas à avoir des rapports sexuels. Voilà. Donc déjà ça, je prends du recul en tant qu'enseignante parce que je suis tout à fait dans les clous. C'est quelque chose que je fais déjà, connaître son corps, les parties de son corps, les nommer, les identifier, connaître mes émotions et comment mon cerveau y réagit. C'est tout. L'adulte, il est présent pour répondre aux questions de ses élèves en adaptant son discours à l'âge de ses élèves, évidemment. Et il aide l'enfant à se construire une sexualité. Je ne suis pas là pour leur montrer comment on fait. Je suis simplement là pour leur expliquer des faits scientifiques, physiologiques, et pas plus. Donc forcément, l'éducation à la sexualité, c'est pas l'éducation sexuelle où l'adulte va projeter ses propres désirs, sa propre expérience. On a tous un vécu, on a tous peut-être vécu des choses pas faciles, ou voilà. J'essaye de me détacher de ça. C'est pas toujours facile, mais ma vision de la sexualité, c'est pas ce que je vais apprendre à mes élèves. Il ne s'agit pas de moi, là. Donc on ne parle jamais, évidemment, d'actes sexuels ni de désirs sexuels aux enfants. On parle simplement de faits scientifiques et physiologiques. Sauf, évidemment, quand on va parler de prévention, et je vais vous le montrer après, quand on parle de consentement ou de prévention des violences sexuelles, on n'est plus dans des faits scientifiques ou physiologiques, mais on est dans de la prévention. Au même titre, quand on va parler de harcèlement, on est dans la prévention. Donc, concrètement, c'est quand même ce qui nous intéresse, comment je fais? Moi, alors je vous fais une proposition, évidemment, il y a plein de manières de faire différentes. Je pars systématiquement d'un album de jeunesse. Il en existe beaucoup, je vous ai ramené quelques références, et j'en ai noté à la fin. Lecture offerte, on lit un album, et ensuite on fait simplement une analyse littéraire de l'ouvrage. Chez les tout petits, on est très simple. Voilà, je vous dis l'auteur, qu'est-ce qu'on voit sur la couverture, etc. Chez les plus grands, moi je parle du schéma narratif, des personnages, est-ce qu'il y a quelque chose d'explicite, d'implicite, qu'est-ce qu'on comprend, etc. Ça, je suis en littérature. Hein. On le fait tous avec plein d'ouvrages différents. Et ensuite, on fait un débat sur le thème. Quel est le thème qui ressort de cet ouvrage? J'en ai certains, ça va être l'inceste, dont il y en a d'autres, ça va être le consentement. Ok, on en parle. Qu'est-ce que c'est? Et puis, je vais m'appuyer sur des ressources légales et gouvernementales, parce qu'on a quand même des ressources, comme par exemple, sur cette fiche, on parle du droit des enfants. Voilà. Donc on a des petits exercices, oui ou non, est-ce que ça fait partie des droits des enfants? On étudie la Convention des droits des enfants. Ben voilà, un adulte, il n'a pas le droit de vous toucher en fait. Un adulte, il n'a pas le droit d'être violent avec vous. Et ensuite, on parle directement aux enfants. Qu'est-ce que tu peux et qu'est-ce que tu ne peux pas faire? On est explicite dans le comportement qu'on attend des enfants en fait. Par exemple, quelques ouvrages de maternelle. J'en enseigne pas en maternelle, mais j'ai des enfants aussi et je les ai utilisés avec eux. Vous avez les ouvrages d'Andrea Bescon et Mathieu Tuquet, je ne sais pas. Et si on se parlait, ils ont fait
plusieurs éditions selon les âges. Et en fait, à l'intérieur, on explique très simplement, avec des mots simples et adaptés aux âges de l'enfant, voilà, c'est quoi ton intégrité? Tes parties intimes, c'est ton intégrité, c'est ton corps. C'est très simple, c'est hyper adapté. Alors, je ne l'ai pas amené. Moi, j'aime beaucoup Ton corps t'appartient, parce que pour le coup, ce que je trouve intéressant, c'est on utilise des images et les termes scientifiques. C'est ce que je reprocherais un petit peu au programme. Pour moi, c'est un point de vigilance extrêmement important. Utiliser les vrais termes scientifiques quand on parle des parties intimes. Aujourd'hui, il y a très peu de petites filles et d'adolescentes qui savent que leur sexe s'appelle la vulve. C'est triste, parce que ça veut dire qu'elles ne connaissent pas leur corps. Elles ne sont pas capables de dire quel est leur organe sexuel et reproducteur plus tard. On remarquera que c'est beaucoup plus tabou et gênant d'utiliser les mots vulve, pénis et testicules que d'utiliser, vous m'excusez, les mots chatte ou bite, que les élèves par contre utilisent très très bien. On est d'accord avec ça. Mais du coup, leur expliquer que, non, là tu n'es pas du tout en train de me parler des parties du corps, là tu es en train de me dire des mots qui sont vulgaires et qui ne sont pas du tout adaptés. Maintenant tu es assez grand pour comprendre que ça s'appelle la vulve, on a l'entrée du vagin, on a le pénis, on a les testicules. Maëlène Chapiron, je vous présenterai juste après un autre ouvrage. Elle a fait C'est mon corps. Voilà, encore une fois, c'est des sortes d'imagiers pour expliquer. La maison d'édition Bonbon Citron, qui est assez récente, est plutôt très très bien. Elle est notamment très inclusive. Donc, on est aussi sur des plutôt documentaires, imagiers, etc. Et par contre, il y a 2 albums qui vont venir beaucoup parler des émotions. Le secret de Soro qui va parler du secret, du poids du secret chez l'enfant. Très important. J'avoue, je perds ma télécommande. À partir du CP, et j'utilise certains d'ailleurs, même avec mes CM, on a toute la collection de Catherine Dolto, qui est très bien faite pour le coup. Je vous ai ramené Respecte mon corps. D'ailleurs, je peux vous les faire circuler si vous êtes intéressés à regarder un petit peu. Ça suffit les bisous. C'est un album sur le consentement. Et pour le coup, on ne parle pas du tout de sexe dedans. On est sur le consentement, on n'est pas du tout sur le consentement sexuel. À cet âge-là, le consentement sexuel, il arrive qu'au cycle 4. Mais du coup, on est déjà sur une petite fille qui reçoit trop de bisous de la part de ses parents. Et au bout d'un moment, elle dit stop. Alors c'est un peu rigolo parce que le médecin fait une ordonnance, etc. Voilà. On est sur des thèmes très simples et on ne vient pas parler de sexualité ou de quoi que ce soit. Donc c'est plutôt intéressant. C'est pareil, je vais circuler par là. Voilà. Ensuite, on a des livres qui sont pour les parents, pour qu'ils puissent, ou les enseignants, pour qu'ils puissent évoquer ces questions avec leurs enfants. Vous avez Corps, amour et sexualité. C'est pour les 5-14 ans, parce qu'il y a vraiment une progression tout au cours du livre. Je ne le mets pas dans la bibliothèque de mon enfant pour qu'il le lise tout seul, en revanche. D'accord ? Pas toujours adapté, à son âge en tout cas. Il y a aussi des ressources gratuites pour les maternelles et le cycle 2, je dirais. Sur le site de l'association Mémoire Traumatique, vous avez Quand on te fait du mal, la violence et ses conséquences. C'est Muriel Salmona, donc, du coup, qui a beaucoup travaillé sur la mémoire traumatique, qui en est à l'origine. Et alors vraiment, Bayard Jeunesse, ils ont une collection sur la prévention des violences sexuelles faites aux enfants qui est vraiment excellente. Je vais vous montrer juste après un des ouvrages. Et ils ont beaucoup de ressources gratuites en ligne. Il ne faut pas hésiter à aller les consulter. À partir du CE2, on commence à avoir un peu plus d'ouvrages, et notamment d'albums de jeunesse. Vous avez La princesse sans bouche qui aborde l'inceste. C'est un conte, alors qui est très dur, mais l'inceste n'est mentionné qu'une seule fois, c'est une phrase. Donc c'est l'histoire d'une petite princesse qui est victime malheureusement d'inceste de la part de son père. Et on dit simplement « le roi touchait sa fille comme sa femme », quelque chose comme ça. Donc c'est pas dit clairement ce qui se passe. Par contre, on peut en parler après aux enfants. De qu'est-ce que tu as compris ?
Et du coup, ça vient d'eux. C'est pas moi qui leur explique ce que c'est, mais ça vient d'eux. Qu'est-ce qu'on a compris? J'ai des années, les enfants sont passés complètement à côté. Voilà. Et puis des fois, mais ça veut dire quoi, comme sa femme? Donc on en parle. Et c'est avec leurs propres mots qu'ils viennent expliquer voilà, ce que ça veut dire. C'est pas toujours évident, on est d'accord, mais c'est bien que ça vienne d'eux et pas de vous. C'est eux qui sont voilà, à l'initiative de ce qu'ils savent déjà, malheureusement pour certains. Et tenez. On a aussi Touche pas à mon corps, Tati Jacotte, parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu va faire un bisou à Tati ou à Papy et Mamie, et on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que voilà, des fois on n'a pas envie déjà, et puis parce que la personne n'est pas forcément très agréable, et c'est le cas de Tati Jacotte, on n'a pas envie. Elle fait des bisous, on a l'impression qu'elle va nous manger, c'est pas agréable. Et puis la question du chantage aussi, mais si, vas-y et t'auras un petit billet. Ou mais Tati Jacotte, elle nous a promis de nous donner sa maison quand elle sera plus là, donc il faut être gentil avec elle. Voilà. Et c'est important parce qu'au final, on se rend compte que les violences éducatives ordinaires, elles sont là, et les enfants sont beaucoup victimes de chantage de la part des adultes. Je ne parle pas forcément des parents. Mais du coup, c'est très intéressant. Et encore une fois, on n'est pas sur la sexualité. Là, à aucun moment, je parle de sexualité dans ce livre. Mais j'aborde le consentement et toutes ces notions-là. Dans certains ouvrages, j'ai mis les fiches que moi, j'utilise avec mes élèves. Il faut savoir que j'ai des CE2, CM1. Donc forcément, ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Et puis voilà, je vous expliquais tout à l'heure, enfin je vous parlais de l'ouvrage de Maïlène Chapiron qui raconte en fait un petit peu son histoire. Et pour le coup, voilà, encore une fois, on ne parle pas clairement des choses. On parle du loup qui est dans la maison, qui vient toucher Miette, qui vient la chatouiller, et elle n'aime pas. Voilà. Et elle en parle une première fois. Et rien ne se passe. Et du coup, comment on fait? Il faut expliquer aux enfants que si le premier adulte il n'est pas capable de t'écouter, tu vas en voir un deuxième, et puis un troisième, et puis il faut parler. Et puis si c'est pas un adulte, tu vas le dire à un copain, et peut-être que le copain, lui, il va venir en parler à un adulte. Ce que je fais généralement, c'est que je demande toujours aux élèves, réfléchis dans ta tête à un adulte à qui tu fais confiance, et si tu vas lui parler, il t'écoutera. Et c'est hyper important, et c'est d'ailleurs dans les programmes de l'éducation nationale, d'identifier une personne de confiance. Il y a des enfants qui n'en connaissent pas des personnes de confiance. C'est à vous d'être le relais. Si dans votre tête vous pensez à personne, moi je suis là. Et si tu viens me dire quelque chose, moi je t'écouterai. Et je vais t'aider. Je ne vais pas essayer de t'aider. Je vais t'aider. Vous êtes la personne de confiance des enfants. S'ils ne parlent pas à leurs parents, il faut qu'ils vous parlent à vous. C'est lourd, mais c'est important. Je ne sais pas à qui. Ça ne marche plus. Parce que j'ai plus de temps. Il faut que j'aille très très vite, je suis désolée. À partir du CM2, vous avez les petits illustrés de l'intimité qui sont vraiment très très bien. Je ne les conseille pas avant, mais ils sont vraiment très bien faits à partir du CM2. C'est des très beaux livres d'abord, il y a des très belles illustrations dedans, et ils sont vraiment à hauteur d'enfant. C'est-à-dire que si vous avez des CM2, voilà, vous pouvez les utiliser. Et puis au collège aussi, je pense qu'ils sont essentiels. Pour vous, enseignants, voilà quelques livres. Alors, il n'existe actuellement qu'un seul ouvrage à destination, sur la pédagogie, en fait. C'est Hachette qui a sorti à aborder l'éducation à la sexualité pour cycle 1, 2 et 3. Vous avez un ouvrage qui, je pense, deux ouvrages qui sont très courts, qui parlent notamment des comportements sexuels des enfants quand ils sont problématiques. À partir de quel moment je m'inquiète du comportement d'un enfant? D'accord? Un enfant de maternelle qui se touche les parties intimes, c'est normal. D'accord? Par contre, plus il va grandir, s'il ne comprend pas la notion d'intimité, ça peut être problématique, ça peut être un signal. Et donc, à partir de quand je me dis, ok, là, c'est un signal, je dois m'inquiéter. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas formé. Quels sont les signaux
où je vais me dire là, c'est problématique. Et pas pour le coup, dans cet ouvrage, vous avez un tableau que je trouve avec 3 cases, le comportement de découverte, le comportement préoccupant, où on peut aller voir l'enfant en lui disant qu'est-ce qui se passe, et le comportement nécessitant une aide professionnelle. Là, si ça se passe, signalement au procureur. Voilà. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas juge. Si une situation est pour moi préoccupante, je ne vais pas chercher à enquêter. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas mon métier. On a déjà cette casquette comme ça, dans l'éducation nationale. Une situation est préoccupante, je signale. Et dans le cas des violences sexuelles, je signale directement au procureur. Je ne passe pas par l'information préoccupante qui va mettre 6 mois à être traitée par les services de la CRIP qui sont surchargés. J'appelle directement le procureur parce qu'il y a une mise en danger immédiate de l'enfant. On transmet à l'IUN, qui l'IUN ensuite, bien sûr. Les livres de Muriel Salmona, donc c'est les deux qui sont là, qui sont très très bien, qui expliquent très bien scientifiquement, puisqu'elle est psychiatre, ce qu'est une violence sexuelle. Il y a énormément d'études et elle en a fait elle-même beaucoup. Et les 40 questions incontournables, qui pour moi sont essentielles. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que je fais ? Et comment ça se passe pour les victimes ? Les 4 les plus à droite, voilà, c'est, si le sujet vous intéresse, c'est des livres qui sont très très durs, hein, je ne vais pas vous mentir, mais qui sont extrêmement intéressants, et notamment Le berceau des dominations, l'anthropologie de l'inceste. Historiquement, l'inceste est très très présent dans notre société française, hein, et la domination de l'adulte sur l'enfant l'est d'autant plus. Et donc il est très intéressant, il remue, je préfère vous prévenir, il remue, et c'est pareil, le corps n'oublie rien. En fait, si j'ai vécu un événement traumatique dans mon enfance, mon corps il ne va pas oublier. Je peux développer une amnésie traumatique, mais mon corps, lui, il n'oubliera pas. Donc il y a des comportements qui peuvent revenir parce qu'ils vont être réenclenchés. On apprend aussi du coup aux enfants à se protéger et à parler. Donc pourquoi pas les entraîner, faire jouer les élèves des situations quotidiennes, pardon. C'est comment je fais pour m'excuser. On est dans une démarche méthodologique, tout ça. Ça peut être pareil. Ah, mais il veut me faire un câlin. On va apprendre. Comment est-ce que je peux dire non ? Et de manière respectueuse, j'apprends aux enfants à dire non, mais à écouter le non aussi. C'est extrêmement important. Je dois entendre le non de l'autre. Je n'ai pas envie que tu me fasses un câlin parce que j'aime pas qu'on me touche. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Peut-être. Ok, j'ai entendu. Je respecte ton non. Parce que ça arrive beaucoup de fois. Hein, on entend. Oui, mais moi je voulais pas. Oui, mais moi je voulais lui faire. Non. Il t'a dit non. Tu dois respecter le non. D'accord. C'est extrêmement important. Plus tard, on l'a vu tout à l'heure. Les 18-24 ans ne respectent pas le non. Donc il faut que nous on puisse l'apprendre. Évidemment, l'enfant n'est jamais coupable. D'accord ? Si je suis victime, je ne peux pas être coupable. Et accueillir la parole des enfants quotidiennement, c'est simplement, est-ce que quotidiennement, vous pouvez me répondre oui, tous les jours vous parlez à chacun de vos élèves en classe ? Un enfant ne viendra pas vous parler de choses graves si on n'est pas à leur écoute. Si en classe, parce que dans mon analyse grammaticale, il y avait marqué « Marc va à la mer », « Ah, mais oui, mais moi, j'ai été à la mer hier avec ma tati, etc. » Si je lui dis « Non, mais là, c'est pas le moment. » Ok, on le fait tous, c'est normal. Effectivement, c'est pas le moment. Tu m'en parleras à la récréation. Mais si à la récréation, je ne viens pas lui en parler, il va se dire si pour mes vacances à la mer avec ma tati, la maîtresse n'est pas intéressée, elle ne va pas plus être intéressée quand je vais lui dire que papa, il sort le fouet tous les jours. Voilà. Ça prend du temps, c'est hyper chronophage, mais il faut pouvoir accueillir la parole des enfants régulièrement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la question, moi j'ai plusieurs fois mis une boîte à questions dans ma classe. J'ai une question sur le consentement, sur le corps, sur les violences, etc. L'élève pose sa question de manière anonyme ou pas. Et moi, ça me laisse le temps d'avoir le recul nécessaire pour répondre à la question et préparer la réponse.
surtout quand j'arrive dans les classes de CM où certaines questions peuvent être très précises, on va dire. Je ne sais pas comment répondre, et bah voilà, posez vos questions, et puis vendredi prochain, on en parle. Voilà. De manière anonyme, parce que tous les enfants vont pouvoir répondre aux questions, vont pouvoir poser les questions qui leur viennent à l'esprit. De manière non anonyme, parce que parfois, peut-être que la réponse n'est pas adaptée à tous. Et donc, du coup, je vais peut-être prendre cet enfant et lui répondre de manière privée, plutôt que de parler à tout le monde. Je fais vite. Comment communiquer avec les parents ? Moi, sur Classly, voilà, je vous mettrai le contenu, je ne sais pas comment, mais je le diffuserai. Je parle aux parents, mais après. Je ne demande pas l'autorisation aux parents de faire ces séances en classe. Elles sont obligatoires. Il y a 3 séances obligatoires à faire par an. Donc, je les préviens, par contre, après. Je trouve très important que les ressources qu'on va avoir en classe, les parents puissent y avoir accès et puissent en parler ensuite avec leurs enfants. Je n'ai jamais eu de cas où les parents n'étaient pas contents, mais je sais que ça existe. Mais voilà, je sais que j'ai des collègues qui disent aux parents, voilà, jeudi prochain, l'infirmière scolaire va passer. Voilà, si vous ne voulez pas que votre enfant vienne, non, c'est obligatoire. Au même titre que voilà, quand vous faites les fractions ou quand vous allez faire sport, vous prévenez pas les parents en leur disant, voilà, si vous voulez, la semaine prochaine, il vient pas parce que les fractions, non, c'est obligatoire. Voilà, exactement. Voilà. Donc les parents, évidemment, ne peuvent pas refuser que les enfants participent aux séances. Et quand un parent est véhément, voilà, quand il n'est pas content parce que vous en parlez, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, si vous êtes directeur, si vous êtes enseignant, vous allez voir votre directeur qui fait un fait établissement immédiatement, et puis vous allez porter plainte. On ne le fait pas assez, mais on n'est pas, j'allais dire, on n'est pas là pour souffrir pour ceux qui ont la référence, mais vous êtes fonctionnaire d'État. Votre rôle, c'est de représenter l'État. Le gouvernement a mis en place un programme, vous suivez le programme. Au même titre qu'on se tient au courant du nouveau programme de maths ou de français, je me tiens au courant du programme d'éducation à la sexualité et je le fais dans mon école. Voilà. Si le parent a un problème avec ça, j'ai envie de dire, il contacte le ministre de l'Éducation nationale et pas de chance, on en a eu 6 en un an. Donc il va falloir aller voir la bonne personne. Très très rapidement, conclusion. Il y a énormément d'études qui montrent qu'il n'y a que du positif. Il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a eu des impacts négatifs à l'éducation, à la sexualité. Bien au contraire, aux États-Unis, il y a beaucoup d'études qui ont été menées et qui montrent que les enfants et adolescents qui ont reçu ces cours, ils ont une sexualité plus saine. Il y a moins de grossesses non désirées, moins de risques de maladies type VIH, etc. Et surtout, l'âge des premiers rapports sexuels recule. En France, on a une moyenne à 15 ans, qui est quand même assez tôt. Voilà. Normalement, il y a un temps de questions, je suis désolée. Je peux me mettre devant si vous avez des questions. On peut en discuter sans problème. Mais en tout cas, je vous remercie. Voilà, je suis désolée, j'ai beaucoup mangé.